Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui, ce fameux bilan lecture. Vu que je vous l'ai déjà dit, je suis partie en vacances. Pendant mes vacances, j'ai lu 5 livres et aujourd'hui, je vais vous présenter donc les 5 livres que j'ai lus. Parmi ces 5 livres, donc pour le premier, j'ai lu le second tome de Lucinda Riley, sa saga des 7 sœurs, La sœur de la tempête, au livre de poche. Alors nous retrouvons Ali qui est la seconde sœur, qui comme Maya va apprendre la disparition de son père, enfin la mort de son père. Elle va rentrer manu militari dans la demeure familiale pour comprendre comment tout ça a bien pu se passer et arriver. Alors bien évidemment, on va retrouver le fameux rituel de l'avocat qui arrive, qui va lire le testament. Il va leur donner à toutes les 6 une lettre qui leur est personnellement adressée, donc par leur père. Ils vont aussi se retrouver dans le jardin avec cet immense globe armillaire où il y a pour chacune des coordonnées GPS et cette fameuse phrase en grec ancien que Maya va traduire pour chacune des sœurs. Donc on a ce petit rituel là et puis Ali ne va pas tout de suite chercher à savoir d'où elle vient. Elle va d'abord participer à une course de navigation maritime, vu qu'Ali est une très très grande navigatrice. Voilà, elle participe à des très très grandes courses avec des navigateurs très célèbres. Voilà, et donc elle va participer à une grande course avant de vouloir comprendre d'où viennent ses origines. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va y avoir un drame lors de cette course qui va la mettre à mal et qui va, par un concours de circonstances, du coup, pas vraiment l'obliger, mais lui donner conscience qu'elle veut savoir d'où elle vient. Voilà, donc elle va tout simplement prendre ses coordonnées GPS et les chercher sur Internet. Elle va se rendre compte que ses origines vont l'amener en Norvège. Voilà, donc elle va y aller. Voilà, elle va aller en Norvège et elle va tout simplement, comment dire, se rendre compte que la navigation n'est peut-être pas, comment dire, une de ses passions premières, vu que Ali est aussi une très grande musicienne peut-être pas, mais elle est vraiment très douée en musique. Voilà. Sauf que son père, lui, était plus dans la navigation et elle voulait vraiment se rapprocher de son père, donc elle a voulu, comment dire, avoir la même passion que lui. Donc elle s'est lancée dans la navigation alors qu'au départ elle était un peu plus musicienne. Et donc, elle va se rendre compte que ses ancêtres étaient de très grands musiciens, très célèbres. Voilà, et dans le passé, vu que ce livre, Lucinda Riley nous fait un passé présent, dans le passé, nous allons nous retrouver donc en Norvège en 1875 avec Anna, qui est une jeune fille qui vit dans un petit village. Et Anna a comment dire, pas une spécialité, mais elle a un don, voilà. Elle a une voix mélodieuse, une très très belle voix que tous les habitants de son village connaissent. Anna est très heureuse là où elle vit avec ses parents, ils tiennent une ferme, voilà, et elle surveille les vaches. Voilà, sauf que sa vie va totalement être bouleversée. Vu qu'un homme va arriver dans son village et qu'il va vouloir l'entendre chanter. Et au moment où elle va chanter, cet homme va être bouleversé par sa voix. Et il va vouloir l'emmener dans la ville de Christiana, si je ne me trompe pas de nom de ville. Donc qui est la grande ville, donc qui est une grande ville. Voilà, où elle va pouvoir, grâce à sa voix, devenir célèbre.
Donc en tout cas, c'est l'objectif de cet homme, il veut la rendre célèbre. Elle va participer à une comédie musicale. Et à partir de ce moment-là, sa vie va complètement changer. Elle va totalement être chamboulée. Voilà, Anna va avoir des hauts et des bas dans sa vie. Et c'est Ali qui va lire cette histoire, lire les mésaventures d'Anna. Et c'est comme ça qu'elle va comprendre d'où viennent ses origines, tout simplement. Et on va suivre cette aventure, cette époque différente. On va se rendre compte qu'Anna ne va pas avoir, comment dire, une vie très très simple parce que on va décider un peu pour elle de ce qui est bon ou pas. Parce qu'à cette époque-là, c'était un peu sois belle et tais-toi. Voilà, on va décider de... Voilà, et à cette époque-là, les femmes n'avaient pas leur mot à dire. Donc, soit elles se mariaient, elles avaient des enfants, elles s'occupaient du foyer. Et puis, elles n'avaient pas vraiment de carrière. Ou, voilà, à cette époque-là, elles n'avaient pas vraiment de carrière, donc c'était assez compliqué. Mais la vie d'Anna va être totalement chamboulée. Et c'était une très très belle histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé autant le côté d'Ali dans le présent que le côté d'Anna dans le passé. J'ai tourné les pages beaucoup plus facilement dans ce livre que dans le premier avec Maya. Alors Maya, j'avais bien aimé, mais j'ai eu des petites longueurs avec Maya. Ça avait été un peu plus long pour moi à lire. Alors que celui-là, j'ai vraiment tourné les pages avec une grande envie et ça s'est lu tout seul en fait. Voilà. J'ai lu ce livre beaucoup plus vite et ça s'est lu vraiment rapidement. Donc si vous êtes intéressé par les Lucinda Riley que vous ne les avez pas encore lus, si vous aimez le côté passé-présent, si vous avez envie de connaître le destin de ces 7 sœurs, même si à la base elles ne sont que 6, la 7e, elles n'ont aucune idée de son identité, elles ne savent pas si elle existe vraiment. Eh bien écoutez, lancez-vous. Je ne peux vous dire que ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette histoire, mais il faut aimer les sagas familiales. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que le début est un peu, comment dire, pareil que le premier en fait. Voilà. Il y a un peu les mêmes dialogues et tout, mais ce qui est logique parce qu'elle peut pas, elle peut pas faire des dialogues différents parce que toutes les situations, surtout le début, hein, toutes les situations sont exactement les mêmes, sauf que chaque sœur a un métier différent. Bien évidemment, il n'y a que ça qui change, mais sinon, quand elles arrivent, surtout dans la demeure familiale, les dialogues sont à peu près les mêmes. Mais bon, ça c'est pas encore trop gênant. Toujours est-il que cette histoire était très bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc Lucinda Riley, Les 7 sœurs, La sœur de la tempête, aux éditions Le Livre de Poche. En deuxième livre, j'ai décidé de lire Guillaume Musso, Skida Marink, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, ce qu'il faut savoir avec Guillaume Musso, c'est que c'est son premier livre. Voilà, c'est son livre qu'il a fait à 27 ans. Il l'a publié et malheureusement il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Et quelques années plus tard, donc, il y a un auteur qui va sortir un livre qui va avoir beaucoup plus de succès que le sien, qui va être le Da Vinci Code. Et on va, comment dire, ce livre a quelques aspects du Da Vinci Code. On va dire que Guillaume Musso aurait pu écrire le Da Vinci Code parce que ça y ressemble légèrement. On est vraiment... voilà. Alors, dans cette histoire, nous sommes avec 4 personnages. Nous allons faire la connaissance de 4 personnages. Ces 4 personnages vont être dans la tourmente vu qu'ils vont avoir chacun un morceau du tableau de la Joconde avec un message. Dans ce message, ils vont avoir une heure, un endroit, un jour. Ils vont devoir y aller. Ils vont aller dans cet endroit, ils vont se retrouver en Toscane. Ces 4 personnes vont faire connaissance. Et ils ne comprennent pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils auraient un point en commun par rapport à ça, pourquoi eux, pourquoi maintenant. Et ils vont aussi avoir une énigme à résoudre.
une énigme qu'ils vont bien évidemment réussir à résoudre. Ils vont comprendre que... comment expliquer ça? Que chaque morceau de l'énigme correspond à un des personnages en fait. Voilà, tout simplement. Et voilà, et ça va être une course-poursuite contre la montre pour comprendre quelle est la personne responsable de cette intrigue, pourquoi est-ce que tous ces personnages ont un lien entre eux. Et voilà, et ça va être une course-poursuite. Alors, il va y avoir du suspense, du mystère, ça fait un peu penser au Da Vinci Code. Moi, il n'y a que la fin qui m'a moins surprise. Voilà, j'aurais voulu être un petit peu plus surprise. J'aurais voulu avoir un peu plus de surprise. Ouais. Parce que, alors la fin est bien, mais il manque ce petit truc en plus qui ferait que ça sera encore mieux. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été, j'ai passé un bon moment. J'aime beaucoup La Plume de Musso. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu du Guillaume Musso. Du coup, j'ai été contente de me plonger dedans, en sachant en plus que c'était son tout premier roman à 27 ans. C'est rare d'avoir des auteurs comme ça qui à 27 ans ont décidé d'écrire un livre et qui ont réussi à le publier et qui ont eu ce petit succès-là pour après, par la suite, avoir un plus gros succès grâce à ces autres livres. Donc si vous n'avez pas encore lu le tout premier livre de Guillaume Musso et que ça vous intrigue, eh bien écoutez, lancez-vous. Je n'ai que ça à vous dire. Donc Skida Marink, Guillaume Musso aux éditions Le Livre de Poche. En troisième livre, alors là, j'ai lu le livre Rouge Karma de Jean-Christophe Granger aux éditions Albin Michel. Alors ce livre, ça a été moyen pour moi. Jean-Christophe Granger est parti d'un... Comment dire? Comment on peut expliquer ça? De mai 68 en fait, voilà, il va nous parler de mai 68. J'ai du mal à trouver mes mots. Puis ce livre, il est lourd, il pèse. Alors, il est parti de mai 68, voilà, donc on va vivre mai 68 avec plusieurs personnages. Donc on va partir avec Hervé. Hervé, qui on va l'apprendre, est un étudiant de la Sorbonne, voilà, il étudie l'histoire. Hervé est amoureux de 3 filles, voilà, 3 filles au caractère totalement différentes. On a Nicole, on a Célia, et on a Nicole, Célia et... Ah, c'est pas possible. Nicole, Célia et Clara. C'est pas ça? Je sais plus. Enfin bref, on a ces 3 filles. Et pendant mai 68, donc on connaît un petit peu tous mai 68, même si moi je l'ai pas vécu. Les étudiants vont commencer à s'énerver, ça va être un peu la bagarre partout. Les ouvriers vont se mettre en grève, De Gaulle ne va plus vraiment savoir quoi faire pour essayer de calmer la situation. Et donc, à un moment donné, malheureusement, Hervé va aller voir une de ses copines, voilà, et il va retrouver le cadavre d'une de ses filles dans son appartement, donc pas lui, hein, mais l'appartement de cette fille. Et il va la retrouver dans une position très spéciale. Une position de yoga, voilà, une position de yoga très spéciale et complètement... donc quand je dis éviscéré, c'est vraiment éviscéré, donc on lui a coupé le corps en deux et on voit ses intestins qui dépassent du corps. Donc c'est une scène très gore. Et donc Hervé, comme il ne sait pas vraiment quoi faire, il va tout simplement appeler Jean-Louis, qui est notre deuxième personnage, qui lui va vivre mai 68 en étant, infiltré, voilà, parmi les manifestants, les jeunes, tout ça, alors que Jean-Louis
est flic. Voilà, il est flic et il fait partie de la criminelle, donc il va répondre bien évidemment présent quand Hervé va l'appeler. Il va appeler toute la SMALA, donc tout ce qui est médecin légiste, photographe, tout ça pour qu'il photographie la scène de crime. Et il va avec Hervé commencer à donc non seulement à interroger Hervé, mais à interroger aussi donc les deux autres copines, donc Nicole et l'autre, je ne sais plus son prénom. Non, il y a Suzanne. Il me semble qu'il y a Suzanne et c'est Suzanne qui est morte. Ouais, voilà. Donc on a Nicole, Suzanne et Cécilia, je crois. Ouais, Cécilia. Il me semble que c'est ça. Nicole, Suzanne et Cécilia. C'est Suzanne qui est morte. Donc Jean-Louis va tout simplement prévenir Nicole et Cécilia de la mort de leur amie. Et en les interrogeant toutes les deux, il va se rendre compte que Suzanne avait des idées très très étranges par rapport au yoga et par rapport aussi à la culture hindouisme. On va parler aussi de cette culture assez spéciale. Et donc il va avoir besoin de Nicole et d'Hervé pour enquêter donc, sur ce premier meurtre, et il y aura bien évidemment un deuxième meurtre. Donc le deuxième meurtre, ça sera Cécilia qui va mourir. Et Jean-Louis va se rendre compte que Hervé n'est peut-être pas, sans le vouloir vraiment, n'est peut-être pas étranger, donc à ces morts-là. Donc Jean-Louis va vouloir protéger Nicole parce qu'il pense que ça sera la suivante. Et donc, en enquêtant bien profondément, on va se rendre compte que c'est une histoire de famille, une histoire familiale, une histoire de secte. Voilà, et on va tout simplement aller de Paris à Calcutta et de Calcutta en Italie pour revenir aussi à Paris. Et on va explorer donc la culture hindouisme, le yoga et toutes les sectes qu'il peut y avoir dans la culture hindoue. Donc en Inde. Oh, j'ai mal à mon bras, si vous saviez comme il est lourd. C'est affreux. Donc je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Moi, ça m'a moyennement plu parce que beaucoup trop de longueur. Jean-Christophe Granger décrit absolument tout. Alors je dis pas que c'est mauvais, mais trop de description tue la description. Et il comment dire ça, il nous donne des sigles pendant mai 68 parce qu'il y a des grandes réunions au niveau des étudiants. Et en fait, quand les étudiants parlent, ils disent qu'il y a des réunions de AG. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une réunion de AG. Ils parlent aussi de sigles comme le sigle SAC, S-A-C. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a plein de sigles comme ça dont ils nous parlent, dont moi je ne comprends absolument rien. Ça m'a perdu. Il y a beaucoup trop de descriptions. Du coup, en fait, quand on a une révélation, on s'attend à ce que, comment dire, que ça continue comme ça. Et en fait, malheureusement, il recommence avec ses descriptions et ça redevient lourd. Donc du coup, la hype qu'il peut y avoir par rapport à ça, du coup, elle est retombée. Et moi, ça a fait ça pendant tout le livre. Et voilà, et je trouve ça un peu dommage. Alors par contre, ce que je ne peux pas retirer à Jean-Christophe Granger, c'est que il sait faire du gore. Il sait mettre du suspense, on sent qu'il s'est vraiment beaucoup documenté par rapport, par rapport à la description de Paris pendant mai 68, par rapport à la description de Calcutta en Inde, et aussi par rapport à la description de l'Italie, et puis aussi il sait de quoi il parle par rapport à ces différentes sectes, par rapport au yoga aussi, enfin voilà, on sait que, on sent qu'il s'est vraiment bien documenté, mais malheureusement, il y a des fois où c'était beaucoup trop lourd. Du coup, j'ai mis du temps pour lire ce bouquin. J'ai cru que je n'allais jamais le terminer. Surtout qu'il fait quand même
plus de 500 pages. Du coup, ça me met un petit peu à mal, même si j'aime beaucoup la plume de Granger, hein, ça, il y a aucun souci là-dessus. Sa plume est excellente, il sait raconter ses histoires, il sait vous mettre du gore, il sait vous mettre du suspense, il y a aucun souci là-dessus. Il sait vous intéresser, il sait vous donner, comment expliquer ça? Il sait vous, hem, ouais, vous donner de l'intérêt par rapport à son livre, parce qu'on accroche quand même malgré quelques petits couacs. Mais moi, ça m'a quand même, relativement bien intéressée. Les révélations sont là, de toute façon, il y a ça a été mitigé juste par rapport aux descriptions et puis à ces signes, donc je ne comprenais rien. Surtout que je n'ai pas vécu mai 68, donc je me suis dit: «C'est bien parce que c'est le premier auteur qui nous parle de mai 68, en fait». Voilà, pour moi, hein. C'est le premier auteur qui me parle de ça et comme je ne l'ai pas vécu, alors ma mère m'en a un petit peu parlé parce qu'elle l'a vécu, mais pas longtemps. Comme elle l'a vécu, elle m'en a un petit peu parlé, mais pas voilà, pas parce qu'elle a jamais vécu à Paris, ma mère. Mais mais voilà, et là, je me suis dit: «Bah, c'est bien, il parle de mai 68, moi, ça va m'intéresser parce que on n'en parle pas assez, je trouve», et voilà, ça aurait pu être super intéressant mais malgré ça, il a mis trop de descriptions, du coup, moi, ça a fait un petit flop malgré tout, mais ça reste quand même du bon. Voilà, parce il y avait quand même des choses, les révélations qui m'accrochaient, qui me donnaient envie de continuer mais tout de suite ça retombait. C'était comme un soufflet, en fait. Le soufflet était pris et puis d'un seul coup il retombait et puis se relevait lors d'une révélation qui était bonne, qui était là et tout de suite pouf, ça retombait parce qu'à chaque fois ces descriptions, c'est une catastrophe, quoi. Les descriptions, je dis pas, vous pouvez intéresser les lecteurs en mettant des descriptions, mais n'en mettez pas trop. Parce qu'après, du coup, il y a des lecteurs qui vont décrocher. Et moi, ça m'a fait décrocher au bout d'un moment. J'en avais ras-le-bol de le lire. Et je l'ai mis je ne sais combien de fois de côté. Donc, du coup, c'est pénible. Voilà, moi, j'avais envie de lire un bon livre avec des bons thèmes. Parce qu'il a des bons thèmes. Il a une bonne histoire. Il a une bonne histoire. Il aurait pu vraiment accroché plus que ça. Malheureusement, voilà, il y a eu ces descriptions, ces sigles, puis c'est... Non, c'est beaucoup trop, quoi. Après, moi, du coup, j'ai décroché. Il y a qu'au niveau des révélations, j'étais pressée de tourner les pages dès que j'avais les révélations, parce que je pensais que ça allait continuer, et d'un seul coup, pouf, ça retombait. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il va pas recommencer, et recommencer. Donc du coup, ça m'énervait, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et voilà. Donc, je ne renie pas la plume de Granger, parce que, ben, voilà, le travail est là. Mais voilà, il y a des petits trucs qui m'ont un peu gênée. Donc, Jean-Christophe Granger, Rouge Karma, aux éditions Albin Michel. En quatrième livre, donc, j'ai lu La mémoire du temps de Franck Leduc aux éditions Pocket. Livre que j'ai vraiment adoré. Voilà. Ici, nous sommes avec... Alors, nous serons dans deux temporalités différentes. Nous sommes avec Lisa. Lisa qui habite en Allemagne, qui... Voilà, on est en Allemagne en 1937. Hitler est au pouvoir depuis un petit moment, hein, maintenant. Donc, du coup, les choses en Allemagne ont beaucoup changé. Ce qui fait très très peur à Lisa. Et on retrouve Lisa donc, chez elle en train de faire sa valise. Tout simplement, elle va quitter ses parents et sa petite sœur qui n'a que quelques mois. Elle n'a pas le choix. Elle veut vraiment partir de l'Allemagne. Et elle va partir avec... Alors, c'est Alexis. Non, c'est pas... Non. Alexis, c'est ça. Alexis, qui est aussi un jeune homme allemand. Ils vont partir tous les deux, ils vont prendre le train. Sauf que les choses ne vont absolument pas se passer comme prévu, vu qu'ils vont tout simplement être arrêtés par des... alors je ne sais pas si c'est des SS ou si c'est des SA. Mais en tout cas, elle va se faire arrêter malheureusement. Et donc on va se retrouver donc à notre époque à nous, à Paris, avec Alice
Alice, qui est une jeune femme qui est critique gastronomique et pour mal faire, elle a un grave problème. C'est que tous les matins, quand elle se lève, elle a des énormes plaques sur son corps et elle ne sait pas d'où viennent ces plaques. En fait, ce qui se passe, c'est que quand elle se couche, elle dort, voilà. Mais elle rêve. Et en fait, elle fait un rêve récurrent, un rêve très bizarre. Elle rêve qu'elle est en train de brûler vive. Et en fait, le matin, quand elle se lève, elle remarque qu'elle a ces plaques sur son corps. Et elle le vit vraiment très très mal. Et son mari, qui est écrivain, ne sait pas du tout comment régler le problème. Du coup, il va en parler à son éditeur. Et son éditeur va lui trouver un rendez-vous avec un très grand spécialiste, un neurologue. Si je ne me trompe pas, je pense que ça doit être ça, oui, c'est un neurologue, qui va tout simplement lui poser des questions dans son premier rendez-vous et qui, par la suite, va lui proposer de faire des séances d'hypnose pour essayer de comprendre ce qui peut bien se passer dans sa tête pour qu'elle se retrouve pour dormir la nuit et pour se retrouver le jour avec des plaques sur son corps. Et là, Alice va se rendre compte qu'en fait, ces plaques qu'elle attrape ont un rapport avec Lisa. Voilà, elle a un lien avec cette jeune fille. Et en fait, Alice est en train de vivre un... Comment expliquer ça? Un fait réel, historique qui est arrivé. Voilà. Qui est... je sais pas si je peux vraiment le dire parce que je pense qu'il faut mieux que vous le découvriez par vous-même. Oui, elle est en train de vivre le calvaire que Lisa, adolescente, a vécu en 1937 en fait. Et c'est pour ça qu'elle attrape ces drôles de plaques. Et en fait, c'est un... Je dis beaucoup en fait. C'est un drame familial qu'elle est en train de vivre tout simplement. Et c'était une très très bonne histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette double temporalité. J'ai aimé ce fait historique réel que Franck Leduc nous fait vivre. J'ai aimé la plume de Franck Leduc. De toute façon, Franck Leduc, moi j'adore. Alors j'avais eu du mal avec son premier livre, Le Chaînon Manquant. J'avais eu un gros coup de cœur pour Cléa. Et La Mémoire du Temps est dans la même veine que Cléa, sauf qu'on n'est pas côté religieux. Là, on est vraiment côté turpitude du cerveau. Voilà, on est vraiment dans qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'il nous envoie des messages qu'on ne comprend pas et Alice va essayer de les comprendre, ces messages. Et au fur et à mesure qu'elle va les comprendre, en fait, ces plaques vont tout simplement disparaître. Voilà. Et c'était une très très bonne histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous avez envie de lire cette histoire, si vous aimez la double temporalité, si vous aimez les faits réels historiques, si vous avez déjà lu du Franck Leduc et que vous aimez sa plume, n'hésitez absolument pas. C'est un livre qu'il faut lire. Donc Franck Leduc, La Mémoire du Temps, aux éditions Pocket. Et en dernier livre, donc, j'ai lu Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness, aux éditions Hugo Poche, et on est dans de la romantaisie. Alors, vous connaissez tous à peu près l'histoire d'Hadès et Perséphone, de Scarlett et Sinclair. Donc, nous sommes avec Perséphone, qui est une jeune déesse, c'est la déesse du printemps. Perséphone a une mère qui s'appelle Déméter, qui est, elle, la déesse de la moisson. Déméter cache ou protège sa fille Perséphone. Elle la met dans son orangerie, dans le royaume des cieux, des dieux, des cieux, comme vous voulez. Voilà, donc Perséphone ne connaît pas l'Olympe. Elle ne connaît pas vraiment les dieux, vu que sa mère la protège vraiment trop trop fort.
Et Perséphone, à un moment donné, ne va plus vouloir de cette vie-là, elle va vouloir tout simplement vivre dans le monde des mortels. Donc elle va passer à marcher avec sa mère. Sa mère va accepter de donner un peu plus de liberté à sa fille, donc elle va la faire aller dans le royaume des mortels. Et Perséphone, dans le royaume des mortels, va faire des études et elle va devenir journaliste. Elle va faire un stage dans un journal. Voilà. Et elle va, dans ce journal, vouloir parler d'Hadès. Hadès, qui est un personnage dont il faut... Enfin, que sa mère dit qu'il faut se méfier. Même les gens de son entourage disent que Hadès n'est pas le dieu le mieux. Mais Perséphone est très très intriguée par Hadès et elle voudrait se faire sa propre opinion. Du coup, avec une amie, un soir, elles vont aller dans la boîte de nuit d'Hadès. Et par un concours de circonstances, donc elle va finalement le rencontrer. Et il va y avoir une idylle qui va se créer entre les deux. Et il va surtout y avoir un marché qui va être passé entre Hadès et elle. Tout simplement, un peu un marché... comment dire, un peu un marché forcé. Sauf que Perséphone va se rendre compte que Hadès n'est pas forcément le dieu le dieu mal vu qu'on voudrait lui faire croire. Elle va se rendre compte qu'Hadès en fait est un dieu qui est aimé de ses âmes qui errent dans son royaume des enfers. Et il est aimé aussi de ses employés. Voilà, ses employés aiment beaucoup Hadès, ils aiment travailler pour lui. Et donc du coup, Perséphone se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout le personnage qu'elle pensait que c'était. Et une belle idylle va se dérouler entre eux. Moi, ce livre m'a fait penser à 50 millions de degrés, le SM en moi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexe, de scènes de sexe dans ce livre. Ce n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, et je trouve que c'est pardon, c'est très mal indiqué dans le livre, pour ainsi dire pas du tout en fait. Voilà comment il l'indique. Voilà comment la maison d'édition l'indique. Voilà. Vous voyez ces deux petites femmes là? Là, ça veut dire que c'est voilà, c'est assez porté sur le sexe. C'est minime comme indication. Je trouve qu'il faudrait quand même avertir comment dire, les parents de jeunes ados de 13-14 ans qui voudraient peut-être lire un livre un peu, voilà, comme celui-ci. Je trouve qu'il faudrait l'interdire aux moins de 16 ans parce que les scènes de sexe sont assez explicites. Et alors moi, personnellement, ça ne m'a absolument pas dérangé. Ça dérange des adultes. Ce que je peux comprendre, je le comprends parfaitement. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangé. Je lirai le deuxième avec grand plaisir et même le troisième aussi, si l'histoire continue à être comme celle que j'ai lue là. Et moi, ça ne m'a pas dérangé, mais ça peut effectivement déranger certaines personnes et surtout, ouais, je ne le mettrai pas du tout entre certaines mains parce que j'estime qu'à 13, 14, 15 ans, t'as pas besoin de lire ça en fait. T'as pas besoin de lire un livre comme ça. Il y a beaucoup d'autres livres à lire que ça quand t'es ado et je trouve que la maison d'édition l'a un peu moins indiqué. Il faudrait peut-être qu'ils mettent un petit sigle moins de 16 ans ou qu'ils préviennent dans la préface du livre que ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains et que les parents devraient être avertis quoi, de ce que ça peut donner comme idée pour ces ados. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, ça a été une belle histoire, c'est une belle histoire d'amour. Voilà, là on fait vraiment la connaissance d'Hadès et Perséphone, de leur personnalité, de l'idylle qui naît entre eux. Alors il y a de l'intrigue, il y a un petit peu de suspense, beaucoup de sexe. Mais voilà, c'est de très bons personnages. C'était très bon à lire. Voilà. Donc Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, le tome 1, A Touch of Darkness aux éditions Hugo Roman. Donc voilà pour mon bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu.
Donc pour ma prochaine vidéo, ça sera un autre bilan lecture. Là, j'ai lu donc la nouvelle Agatha Christie, le tome 6, Un cadavre dans la bibliothèque. Donc là, nous sommes avec Miss Marple, mais je vous en dirai plus quand j'aurai lu tout le reste de mes livres. Là, en ce moment, je suis en train de lire Le pays sans lune de Simon Jiménez, aux éditions J'ai lu dans leur collection Nouveau Millénaire. Alors, regardez, je ne suis qu'au début. C'est un livre très spécial, je tiens à le dire. C'est de la fantaisie, vraiment, mais pour adultes. J'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Par contre, la plume de l'auteur est excellente parce que ça se lit tout seul. Mais c'est au niveau... ouais, peut-être temporalité, parce qu'il essaie de faire un passé-présent, mais en fait, il met pas de limite entre le passé et le présent. Donc, du coup, des fois, je suis dans le passé, et puis d'un seul coup, il va me parler du présent, et je vais être surprise, et puis 2 minutes après, on va retourner dans le passé. Il nous dit pas le nom de certains personnages, alors que moi, j'en aurais besoin. Il n'y a pas d'époque, voilà, il n'y a pas de date, et il n'y a pas vraiment de chapitre, en fait. L'histoire se passe en 5 jours. Donc, on a un avant. Et puis là, je suis au premier jour, donc voilà, j'ai 5 jours à lire. Mais le livre se lit facilement, même si j'ai un petit peu de mal à comprendre où est-ce que l'auteur veut m'emmener. Mais il y a de très bons passages quand même. Donc Le pays sans lune de Simon Jiménez. Après, j'ai l'intention donc de lire, comme je vous l'ai déjà dit, le Peter May, la trilogie écossaise aux éditions Rouergue Noir. Après, je vais lire un prochain Sherlock Holmes, Les dentelles de la reine, suivi de Le fiancé disparu. Et j'ai l'intention de lire le livre de Camilla Lackberg et Henri Fexus, Le culte aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. J'espère qu'elles vous plairont. Et voilà pour mon bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis, moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan. Et bon courage pour ceux qui travaillent et bonnes vacances pour ceux qui le sont. Et voilà, et donc je vous dis donc à plus tard. Bye bye.